nous accueillons une personnalité qui n'est pas du tout dans nos entreprises, elle n'est pas dans la science, pas dans la technique, elle évolue dans des univers qui ne sont pas les nôtres. Là, on va arriver dans un univers qui est celui de Angélique Cauchy. Elle est très, très, très engagée dans la lutte contre les violences aux enfants, notamment dans le sport, à travers son association Rebond. Et puis, elle sera interviewée par Elisabeth Richard, qui est aujourd'hui directrice des relations avec la société civile chez Engie, mais aussi, elle est coprésidente de la commission contre les violences au HCE, qui est l'acronyme pour Haut Conseil à l'égalité. Je vous invite donc à prendre place. Merci pour votre temps. Alors, c'est vraiment sans transition. Merci. Merci d'être là. Merci d'être toujours là, avec nous sur ce sujet. Bonjour à toutes, à tous. Ce que nous allons entendre maintenant est un témoignage bouleversant, un témoignage intime, profondément humain, mais aussi nécessaire. Il évoque une réalité douloureuse, celle d'une enfant de 12 ans, trahie par celui en qui elle avait placé sa confiance. Une histoire marquée par l'emprise, la peur et le silence imposé. C'est aussi celle d'un enfant sur 7 dans le sport et d'un sportif de haut niveau sur 3, aujourd'hui en France, en 2025. Avant de donner la parole à Angélique, je tiens à vous prévenir. Ces mots sont forts, sont justes, mais aussi ils sont éprouvants. Si vous ressentez le besoin de prendre un instant pour vous, écoutez-vous. L'important est que ce moment soit accueilli avec sincérité et respect. Angélique et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 18 mois, lors d'une conférence à Roland-Garros. Ce jour-là, tu m'as demandé une chose simple et immense à la fois, t'écouter. Imaginez ensemble un dispositif pour prévenir des violences sexuelles faites aux enfants dans le sport. Depuis, nous avons trouvé un chemin étroit, mais quel chemin incroyable. Un chemin qui aujourd'hui change la donne dans les entreprises et dans la société française. Angélique a choisi de parler avec courage et avec lucidité, parce qu'il est temps de regarder cette réalité en face, parce qu'il est urgent de protéger celles et ceux qui aujourd'hui encore subissent ces violences dans l'ombre. Alors écoutons-la. Merci beaucoup Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, la commande qui m'a été faite a été la suivante, celle de vous faire partager mon témoignage, mais aussi parce que le thème de la journée est l'écoute. Vous essayez de vous donner des outils et des clés pour que vous puissiez avoir une écoute proactive, c'est-à-dire avant même qu'une victime puisse libérer la parole, que vous puissiez détecter les signaux d'alerte, que vous puissiez comprendre les mécanismes de l'emprise. Parce que si aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole, statistiquement, dans la salle, il y a 50 victimes. Parce que c'est un enfant sur 5 dans la société civile, un enfant sur 7 dans le milieu du sport, et que c'est un enfant toutes les 3 minutes qui est violé en France. Donc, durant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble, il y a 15 enfants en France qui vont avoir leur vie détruite par des adultes. Et je crois que c'est nous tous collectivement qui avons ce devoir de protection et d'assistance pour faire que la société de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui, pour les personnes qui sont les plus vulnérables d'entre nous, les enfants. Alors, je vais vous raconter mon histoire en commençant dès le début, parce que ça a un sens, parce que finalement, toutes les caractéristiques qui sont les miennes ont fait que j'ai été choisie comme victime, parce qu'elles ont été des failles que mon agresseur a perçues
Et finalement, lui aussi a été en capacité d'être à l'écoute de la petite enfant que j'étais pour percevoir ses failles. Je suis une petite enfant donc issue d'une famille franco-espagnole avec du côté de ma grand-mère qui a fui Franco et qui est femme de ménage, et mon grand-père maçon, donc le cliché. Et du côté de mon père, des enfants d'agriculteurs qui, eux, travaillent de nuit à la chaîne dans une usine. Et je vous raconte ça parce que moi, petite, ça me forge en ayant en tête que je n'ai pas beaucoup de capital social, économique et culturel et qu'il va falloir que je travaille beaucoup pour réussir. Et ça va développer chez moi des caractéristiques d'être extrêmement persévérante, d'avoir beaucoup de résistance à la douleur psychologique et physique, qui va aussi vouloir être la meilleure et en étant la meilleure, avoir ce besoin de reconnaissance. Et je suis donc issue dans une famille où mon père, il y a 2 failles. Ma mère, elle a vécu des violences intrafamiliales étant enfant et finalement, elle n'a jamais été en capacité de les surmonter et je suis finalement enfant, la mère de ma mère. Et ça va poser aussi un problème dans ma construction d'enfant puis d'adolescente et d'un père qui démontre rarement de l'affection. Et dans cette écoute, ils n'ont pas perçu qu'à la fois je devais garder ce rôle d'enfant, mais aussi que j'avais besoin qu'on reconnaisse que je me pliais en 4 et en 1000 pour essayer d'être la petite fille parfaite et qu'on me disait rarement « je t'aime ». Et donc j'arrive à l'âge de 6 ans en découvrant le tennis et en étant une petite fille qui donc dans une famille qui n'a pas son bac, où il y a très peu de culture, où il n'y a pas de livres à la maison. Et moi j'ai 2 ans d'avance à l'école à ce moment-là. Et j'ai l'impression d'être un peu la brebis égarée dans cette famille. Et je vous raconte ça parce qu'évidemment, ça a aussi un impact. C'est que très souvent, enfin, ils sont surreprésentés statistiquement. Les enfants qui sont HPI ou les enfants qui sont en situation de handicap sont statistiquement plus touchés par les violences parce que soit ils ont énormément d'empathie, parce que cette écoute est une des caractéristiques propres des enfants intellectuellement précoces, et parce qu'ils sont finalement très vite esseulés et c'est plus facile d'aller vers ces enfants-là. Et donc, j'ai 6 ans, je commence le tennis. Il s'avère que j'ai des prédispositions pour ce sport. Et donc, très rapidement, au lieu de m'entraîner 1 fois par semaine et que ça soit un loisir, ça devient quelque chose qui fait pleinement partie de mon emploi du temps quotidien. Je suis repérée par ce qu'on appelle la Ligue, qui est le service déconcentré de la Fédération française de tennis, et je m'entraîne tous les soirs. Et le week-end, je fais des tournois ou des stages. Et finalement, je ne sors plus le soir jouer avec les copains. Le week-end, je ne vais pas chez mes grands-parents. Et ça participe au fait que je suis une enfant qui finalement, même si on a l'impression qu'elle est très entourée, elle est très seule, parce qu'elle ne fait pas les petites choses des enfants de leur âge. Et aussi, je perçois que j'ai une responsabilité finalement familiale, parce que il y a beaucoup d'investissement de la part de ma famille. Mon père se met à travailler de nuit pour que je puisse m'entraîner et faire des tournois. Je sais qu'en travaillant de nuit, mon père a 10 ans d'espérance de vie en moins. Alors finalement, je sais qu'il fait le choix de lui vivre moins longtemps pour que moi, je puisse vivre ma passion. Ce poids inconscient qui m'est mis sur les épaules, ça va participer aussi au fait que, 1, je sois choisie comme victime, et 2, que je garde le silence pendant toutes ces années. Et donc, je fais ce sport tous les jours et on me construit en me disant que mes adversaires, ce sont mes rivales et que ça ne peuvent pas être des copines. Et j'arrive à 12 ans, au moment où je suis la numéro 1 de mon club, enfants et seniors confondus, et donc on me dit qu'il faut que je change de club. Et c'est un moment où je suis déjà plus quasiment avec d'enfants autour de moi parce que je m'entraîne avec des adultes, je joue contre des adultes en tournoi parce que dans ma classe, ils ont 3 à 4 ans de plus que moi et donc finalement, je suis jamais dans ce monde des enfants. Et donc, j'hésite entre 2 clubs, entre le club d'Aubonne et le club de Sarcelles. Et à Aubonne, il y a mes 2 rivales. Et on m'a construit en me disant que je ne peux pas être copine avec mes rivales. Et donc, c'est fou, mais à 12 ans, je fais le choix d'aller dans un club où je ne connais personne parce qu'il n'y a pas mes adversaires de week-end. À l'âge où, normalement, le sport doit servir à construire, à émanciper, à faire grandir, à faire s'épanouir les enfants. Là aussi, ça doit nous questionner sur ce qu'on projette sur les enfants lorsqu'on les inscrit dans un sport qui est un moyen d'éducation et qui n'est jamais une fin, même lorsqu'on est sportif de haut niveau. Et donc j'arrive à 12 ans dans ce club, je rencontre un entraîneur qui m'apparaît très gentil, très compétent et qui est gaucher comme moi, alors je me dis qu'il va pouvoir me donner plein d'astuces tactiques pour que je sois encore meilleure. Et puis finalement, cet entraîneur part dans l'été, donc j'arrive à la rentrée et j'ai un autre entraîneur qui, la première fois que je le vois, me fait très peur parce qu'il me regarde avec des yeux perçants et j'ai l'impression que je suis nue avec son regard. Parce qu'il crie très fort sur les jeunes à l'entraînement et qu'il les fait pleurer. Mais personne ne dit rien, tout le monde laisse faire
parce que soi-disant c'est le meilleur entraîneur et que grâce à lui, le club a des résultats. Moi, je pense à une seule chose, à ma petite sœur, parce que j'ai une petite sœur qui fait du tennis, parce que je fais du tennis. On ne lui a pas laissé le choix et ça aussi, c'est une pression que je subis inconsciente, de me dire que quelque part, je me dois d'être exemplaire et d'être parfaite parce que j'impose à ma petite sœur un chemin qu'elle n'a pas choisi, parce qu'elle elle va faire du tennis dans le même club que moi, parce qu'on l'entraînera gratuitement si je signe dans ce club. Et donc, je suis obligée de bien jouer parce que je suis dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent et que grâce à cet argent, ma sœur peut faire du sport. Et surtout parce que le week-end, je gagne des tournois et que quand je gagne des tournois, je gagne de l'argent. Et qu'à 12 ans, je paye ma cantine. Et je sais que c'est aussi un poids financier que j'ai de devoir continuer à performer. Et donc, je me pose cette question de me dire, j'espère qu'il sera gentil avec ma petite sœur. Parce que ma petite sœur, et ben finalement, c'est comme ma fille, parce que j'ai ce rôle un peu d'enfant parentifié dans cette famille un peu dysfonctionnelle. Elle me dira, il y a 1 an, qu'au moment où ça m'est arrivé, cette emprise, quelque part, elle s'est sentie abandonnée parce qu'elle a l'impression qu'elle a perdu la seule personne stable de cette famille dysfonctionnelle. Et j'y reviendrai, mais évidemment, il y a aussi tous ces enjeux de dommages collatéraux. Et les victimes ne sont pas les seules victimes, il y a aussi toute leur famille, leurs amis, leurs collègues et les futures personnes qu'elles rencontreront tout au long de leur vie. Et peut-être que ça fera écho pour vous à des salariés, à des collègues, à des voisins, à votre sœur, à votre enfant. Et donc, j'arrive à ce moment-là avec cet entraîneur qui très rapidement prend une place folle dans mon quotidien parce qu'il perçoit toutes ces failles que j'ai. Il me dit sans arrêt que je suis la plus intelligente, que je suis la meilleure, que je pourrais être vraiment une championne, que je pourrais être dans les 10 premières mondiales. Moi, à ce moment-là, je veux faire Sciences Po Léna. Je n'ai pas du tout envie de jouer au tennis. Mais comme lui, il fonde énormément d'espoir sur ma potentielle carrière et que moi, ce que je veux, c'est rendre fiers les gens, eh ben, je vais essayer d'accéder à ce rêve parce que c'est le sien et parce que je sais que ça va aussi rendre fière ma famille. Et donc, je m'entraîne avec lui et il me fait énormément de compliments, mais aussi il rabaisse énormément les autres. Et c'est assez ambigu parce qu'à la fois, je suis extrêmement contente d'être la préférée et en même temps, je me hais tellement d'être satisfaite qu'il ne soit pas gentil avec les autres. Et ça va aussi participer au fait que je vais être très seule parce qu'évidemment, les autres, comme je suis la chouchoute, ne vont pas vouloir être avec moi. Et donc, il perçoit toutes les failles familiales. Très rapidement, il se rend compte que mon père ne peut pas m'emmener dans les tournois partout. Et donc, il va se proposer de m'emmener dans les tournois. Il sait bien que ma famille n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il va se proposer de m'entraîner gratuitement en plus. Et finalement, je vais passer de normalement 2 fois 1 heure par semaine avec lui à 5 heures par jour en l'espace de 3 mois. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui a pris une place dans ma vie, dans la vie de ma famille, qui est devenu un intime, celui qui rend des services, celui qui fait des cadeaux, celui qui est là à Noël, celui qui, quand il rentre après l'entraînement et ce qui me ramène, retire ses chaussures, s'assoit dans le canapé, retire donc ses chaussures et demande un lait fraise, et reste manger la soirée, la télé. Et finalement, il est tellement dans mon quotidien que ça devient très rapidement pour moi la référence absolue, la parole que je dois écouter, au-delà même de celle de mes parents. Et c'est fou parce que plus mes parents vont essayer de me séparer de lui, et plus je vais me rapprocher de lui. Parce qu'il aura déjà réussi cette emprise de dire que c'est juste lui qu'il faut que j'écoute et que tous les autres n'ont pas raison. Et donc je suis très seule à ce moment-là et je vois bien que je n'arrive plus à vivre presque sans lui, que sans lui je pourrais presque plus respirer. Il me dit que sans lui je ne pourrais plus tenir une raquette et que je serais nulle au tennis et à ce moment-là je le pense. À ce moment-là j'ai 12 ans et demi et je pense que si j'arrive à jouer au tennis c'est parce qu'il est là, que si jamais il ne vient pas me voir en tournoi, forcément je perdrai. Et donc cette relation qui déjà à ce moment-là aurait dû être perçue par le monde des adultes comme étant dysfonctionnelle, elle bascule réellement au moment où il demande à mes parents que je reste dormir chez lui parce qu'il m'emmène dans les tournois et qu'après il doit me ramener chez moi et que ça lui fait quand même beaucoup de route. Et mes parents culpabilisent de ne pas être capables finalement d'assumer leur rôle de parents. Et donc ils vont dire oui. Et c'est extrêmement important parce que je ne suis pas dans une famille où je dors facilement chez les gens. Je n'ai jamais dormi chez personne à part chez mes grands-parents à l'âge de 12 ans. Et ça prouve aussi à quel point cette personne était la personne de confiance, la seule personne au monde à qui ils ont laissé leur fille. Et finalement, c'est lui qui m'aura agressée, c'est lui qui m'aura violée. Évidemment, 97% des enfants victimes de violences, leur agresseur, c'est quelqu'un qu'ils connaissent bien. L'image qu'on a de l'agression avec une camiette blanche qui nous prend à la sortie de l'école peut exister, mais ça reste la minorité, l'extrême minorité des violences subies par les enfants.
Et donc moi, cette personne, c'est la personne qui m'est le plus chère. À ce moment-là, c'est la personne la plus importante au monde. Et donc je reste dormir chez lui et il ne se passe rien d'anormal, si ce n'est que c'est déjà anormal de dormir chez son entraîneur. Et là aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout l'engagement que j'ai, c'est d'essayer de faire prendre conscience que le monde de sport n'est pas en dehors de la société et que si on disait qu'on restait dormir chez le prof d'histoire géo, ça passerait certainement moins bien. Et ça aussi, c'est un message extrêmement important. L'entraîneur est un entraîneur, il n'est pas hôtelier, il n'est pas kiné, il est entraîneur, il n'est pas taxi. Et donc, moi, à ce moment-là, je dors chez lui. Et la première fois, je dors dans son lit et lui dans le canapé. Et finalement, d'une exception, ça devient la règle parce que c'est plus pratique pour lui. Et parce que la seule règle qui a été imposée par ma famille, c'est que je reste première de l'Atlas. Et je reste première de l'Atlas parce que je veux absolument lui faire plaisir à lui, faire plaisir à mes parents, faire plaisir à tout le monde. Et donc, à ce moment-là, je me surpasse pour, malgré mes absences, continuer à être la première de l'Atlas. Et donc, arrive le moment où je vois centimètre par centimètre cette relation glisser et à chaque fois, je culpabilise de ne pas être en capacité de dire non, de dire stop. Je me dis que j'aurais dû dire non la fois d'avant et je ne l'ai pas fait, alors pourquoi je le ferais aujourd'hui ? Parce que la dernière fois, il est venu me raconter une histoire en me bordant et que moi, j'ai 12 ans et je n'ai pas envie qu'on me raconte une histoire, mais peut-être que des parents font ça. Et il me dit tout le temps qu'il est comme mon père, qu'il est mon père d'adoption. Il dit tout le temps que je suis comme sa fille. Et moi, je manque des paroles de mon père, je manque des câlins de mon père. Alors quelque part, peut-être que moi aussi, j'en ai besoin. Et puis finalement, je me dis que j'aurais dû dire non la première fois où il a demandé à rester dormir dans le lit avec moi. Parce que ce jour-là, je culpabilise, il me dit qu'il dort mal dans le canapé, qu'il a mal au dos. Et moi, je me dis que déjà qu'il me paye le restaurant, qu'il m'amène dans les tournois, qu'il paye l'essence, déjà qu'il m'entraîne gratuitement, et en plus, à cause de moi, il a mal au dos. Alors évidemment, je ne dis rien. Et je ne le dis pas en rentrant à la maison parce qu'il me dit qu'il ne faut pas que je le dise. Il ne faut pas que je le dise, sinon il ne pourra plus m'entraîner. Et moi, à ce moment-là, c'est la personne la plus importante au monde, alors je ne dis rien. Et puis finalement arrive la première agression où il me plaque devant son couloir, en face de sa salle de bain. À ce moment-là, il m'embrasse et moi, j'ai l'impression que tout s'écroule sous mes pieds. À ce moment-là, je me rends compte que je ne serai jamais l'adulte que je voulais devenir, que je deviendrai peut-être une autre personne. Mais je vois bien que c'est un point de bascule et j'ai l'impression de flotter au-dessus de moi. Ça s'appelle la dissociation. C'est certainement ce que mon cerveau a trouvé comme stratégie pour survivre à cet instant qui était trop violent. Malgré tout, j'ai réussi à dire 3 mots, enfin 3 phrases, 3 bouts de phrases, qui a posteriori, je me demande comment à 12 ans j'ai eu cette énergie et cette force et ce courage. Et aujourd'hui, tout mon engagement, il est aussi pour rendre hommage à cette petite fille et au courage qu'elle a eu, parce que malgré tout l'engagement que j'ai au quotidien, je n'aurais jamais le courage qu'elle a eu, 1, de se battre et de continuer à vivre, et 2, essayer de se construire malgré tout. Et donc, à ce moment-là, je lui dis non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, c'est pas bien. Ce à quoi elle me répond 2 choses. La première, c'est, tu sais, ça arrive tellement souvent dans les relations entraîneur-joueur, on passe tellement de temps ensemble, souvent les entraîneurs sortent avec leurs joueuses. Et la deuxième phrase, c'est, mais t'as jamais embrassé un garçon ou quoi ? Et moi, à ce moment-là, je pense à ces 2 questions, enfin ces 2 phrases, et je me dis qu'effectivement, dans le monde du tennis et dans le monde du sport en général, souvent, soi-disant, des entraîneurs sortent avec leurs joueuses mineures et personne ne dit rien. Je suis dans une société de fin des années 90 où c'est banalisé, voire parfois, dans ce milieu-là, c'était incité. Et donc, je me dis qu'effectivement, c'est quelque chose que je vois, donc c'est quelque chose qui est possible. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je n'ai aucune expérience avec les garçons. Moi, 3 mois plus tôt, j'ai donné la main à Morgan Mannarino, le grand frère d'Adrian Mannarino, qui est un joueur de tennis. Et j'avais trouvé que déjà, c'était une étape importante dans ma construction psycho-affective. Parce que malgré le fait qu'à ce moment-là, d'un point de vue psycho-intellectuel, j'étais en avance sur les gens de mon âge, il n'empêche que je n'avais aucune maturité sexuelle et que finalement, il m'emmenait dans ce monde qui n'était pas le mien. Et donc, la journée passe et finalement, c'est une stratégie parce que je ne rentre pas chez moi à ce moment-là. Il a choisi le moment où j'allais 3 jours de suite rester dormir chez lui parce que finalement, ça a été le moment de réellement sceller le sort de ce qui allait m'arriver. Et le lendemain, il y a une autre violence que je trouve bien plus élevée parce que c'est la première fois que je vois un sexe d'homme, que je vois un sexe d'homme en érection. Ce jour-là, il se masturbe en me touchant. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être tellement sale, d'être tellement seule. Et je fais le choix à ce moment-là de garder le silence. Pour 3 raisons. Mais la principale, c'est que mon père disait toujours une phrase. Si un jour quelqu'un te fait du mal, j'attendrai pas que justice soit faite, je lui mettrai une balle entre les 2 yeux quitte à prendre 20 ans de tôle. Mon père, il était policier. Cette arme, je la voyais tous les jours dans la cuisine. Mon père parlait peu, alors j'ai pas voulu prendre le risque d'envoyer mon père en prison
ma mère fragile en hôpital psychiatrique et ma petite sœur de 10 ans en foyer. Alors j'ai fait le choix de garder le silence pour les protéger eux. Évidemment, je sais aujourd'hui que c'est certainement le plus mauvais choix de ma vie, parce qu'en choisissant de les protéger eux, je n'ai choisi de ne pas protéger les suivantes, mes co-victimes, parce qu'après moi, il y en a eu d'autres, et je porte cette culpabilité chaque jour de me dire que par mon silence, il y a eu d'autres victimes. Évidemment, ça fait très peu de temps que je me dis que j'aurais dû parler pour une deuxième raison, c'est pour me protéger moi. Et il m'a fallu 25 ans pour me dire que j'aurais dû essayer de me protéger moi. Parce qu'à ce moment-là, la victime, elle pense qu'elle est perdue. Parce qu'à ce moment-là, la victime, elle ne pense pas à elle, elle pense à ce qu'elle peut encore sauver. Et cette phrase anodine, quelque part, de mon père, qui voulait, par cette phrase, démontrer de la friction, c'est une phrase que disent beaucoup de parents, d'une autre façon peut-être. Je lui arracherai les cheveux, je lui arracherai les yeux, je l'égorgerai de mes mains, je le mettrai dans un trou. Peu importe la fin de la phrase, il y a souvent beaucoup de violence dans la phrase des parents. Et la première chose que veut l'enfant, c'est protéger sa famille. Alors s'il sait que ça peut causer du tort à ses parents, il ne parlera pas. Alors à la fin de mon livre, je propose une autre phrase. Si un jour quelqu'un te fait du mal, nous les adultes, nous t'écouterons, nous te croirons et nous te protégerons. Les enfants, ils n'attendent pas beaucoup plus que ça de notre part, mais c'est déjà énorme. Aujourd'hui, le thème, c'est l'écoute. Donc si on est capable de les écouter lorsqu'ils prennent la parole, mais de les écouter avant, lorsqu'il y a tous ces signaux qu'on doit percevoir, c'est déjà un grand pas. Les croire, ne jamais remettre en question ce qu'ils sont en train de vivre et de dire, ne pas dire évidemment des phrases comme « mais t'es sûr, mais pourtant c'est quelqu'un de bien, mais pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt ?» Toutes ces phrases extrêmement culpabilisatrices qui détruisent encore plus la victime. Et puis finalement, c'est un engrenage. Et moi, je suis comme un hamster dans une roue et ça s'enchaîne, et toutes ces violences deviennent finalement le quotidien. Et on s'habitue à tout. L'être humain s'habitue à tout. Et donc, c'est quelque chose qui est banalisé. Et finalement, pour moi, je sais que chaque jour, il va y avoir un viol. Alors, c'est pire le moment de l'attente que le moment où ça arrive. Parce que le moment où ça arrive, à chaque fois, je me déconnecte. Je compte de 0 à 100. Arrivé à 100, je recommence à 0. Ou alors, je fixe le haut de son armoire. Et puis finalement, ça finit par passer parce que tout finit par passer. Alors que le moment de l'attente, il est terrible parce que je suis comme une proie pourchassée par son prédateur. Et à chaque fois, j'ai peur de chaque instant, de chaque mouvement, de me dire est-ce que c'est maintenant? Et je suis presque soulagée quand ça arrive et je sais que c'est quelque chose qui peut choquer. Mais à ce moment-là, pour moi, faire une fellation ou un coup droit de tennis, c'est exactement la même chose. J'ai pas 13 ans. Et à ce moment-là, il m'a pénétré avec ses doigts, avec son sexe. Il m'a demandé de le masturber. Il m'a masturbé, il m'a demandé des fellations. Et moi, à ce moment-là, j'ai tellement peur, je suis tellement triste, et en même temps, je l'aime tellement. Et c'est ça qui est ambigu. C'est que je me dis, il ne peut pas me vouloir de mal parce que c'est la personne qui m'aime le plus au monde. Et il me faut quelques semaines, même quelques mois, pour percevoir que finalement, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la domination, c'est de la destruction. Il me faut finalement 5 mois pour réagir et pour me dire que non, je ne veux plus. Mais ces 5 premiers mois, je suis comme anesthésiée parce que j'appelle ça, cette première phase de la première année, cette réelle emprise où finalement il y a une perte d'identité totale. À ce moment-là, je ne pense plus par moi-même. Tout ce que je dis, c'est ces mots à travers ma bouche. C'est-à-dire que je pense comme lui, je parle comme lui, je mange comme lui, je m'habille comme lui. Et tous ces signaux, évidemment, on aurait dû les percevoir. C'est pas normal que tout d'un coup, une jeune de 12 ans parle exactement comme son entraîneur avec les mêmes mots, les mêmes intonations. C'est pas normal qu'elle s'habille comme un enfant, un adulte de 35 ans, alors qu'elle en a 12, de la même taille. Je portais du M homme alors que je faisais du 12 ans. Et ça aurait dû alerter, évidemment. Ça aurait dû alerter tout d'un coup mes changements de comportement. Et c'est pour ça que là, finalement, je vais faire une aparté sur les signaux d'alerte que vous devez être en capacité de percevoir, vous, en tant que salarié, mais finalement en tant que citoyen. C'est tous ces changements brutaux de comportement en situation d'excès et de repli qu'on peut percevoir chez un jeune et que potentiellement on peut percevoir aussi chez un adulte victime de violence. C'est finalement tous ces troubles obsessionnels compulsifs qu'on peut développer. Moi, j'avais des tocs de comptage. Tout d'un coup, je me suis mis à tout compter. Le nombre de pas qui me séparaient de mon collège, 867, entre le portail de la maison et le portail du collège, parce que ça me rassurait, parce que c'était le seul moment où j'étais dans le présent. Parce que sinon, je repensais à mon passé où je me projetais dans un futur il me semblait tellement noir, tellement sombre, voire au fur et à mesure tellement inexistant, parce que très vite, j'ai pensé à ne pas avoir de futur. Et puis, ça doit aussi nous alerter d'avoir tout d'un coup un jeune qui a des troubles de l'anxiété, qui fait des cauchemars, qui fait des insomnies, qui a des comportements de conduite d'évitement, qui évite des endroits ou des personnes,
qui a de l'hypervigilance, c'est-à-dire qui sursaute à chaque mouvement, qui tout d'un coup veut être très en contact de l'adulte parce qu'il a peur d'être seul. Il a des régressions, des énurésies, il refait pipi au lit, ou alors il reçut son pouce, ou il ne peut plus dormir seul. Toutes ces choses-là, ça doit évidemment nous alerter. Et dans l'autre cas aussi, tous ces comportements d'excès, de violence envers soi-même ou envers les autres, des addictions à l'alcool, à la drogue, au jeu, au sport, ça doit aussi nous alerter. Des jeunes qui tout d'un coup ont des changements de résultats sportifs ou scolaires, que ce soit en situation d'excès, je travaille encore mieux ou je performe encore mieux, ou au contraire des situations de baisse de résultats, d'absence, de blessures, de retard. Tout ça, ça doit nous alerter parce que finalement, ce n'est pas un signal seul qui nous fait que cet enfant est victime, mais tous ces petits signaux qui doivent nous mettre la puce à l'oreille pour dire que potentiellement cet enfant est en train de vivre des violences, et c'est à nous, en tant qu'adultes, nous, en tant que société, de faire tout ce chemin vers cette victime pour qu'elle puisse potentiellement libérer la parole. Aujourd'hui, on laisse beaucoup trop la victime seule faire tout ce chemin tellement compliqué pour aller jusqu'à la libération de la parole. Et c'est à nous, finalement, société et collectif, de faire tous ces pas pour qu'on puisse lui tendre la main et qu'elle gagne peut-être des années de silence et aussi qu'elle protège plein d'autres victimes potentielles. Et donc, finalement, j'arrive à ce moment-là où j'ai beaucoup d'absence à l'école, où j'ai énormément de violence sur le cours, où je jette ma raquette, je crie, j'insulte tout le monde, où je saigne du nez à chaque match. Et personne ne voit rien, et personne ne dit rien, ou personne ne veut voir, parce que j'ai l'impression qu'on le sait très bien que maintenant je pète un plomb à tous mes matchs. Mais on dit que c'est parce que je suis gauchère et que soi-disant les gauchers sont nerveux. Alors que dans la vie, je ne suis pas du tout nerveuse, et ce n'est pas parce qu'il y a eu John McEnroe qui était nerveux, qui était gaucher, que tous les gauchers sont nerveux au tennis. Et donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que le monde des adultes, ce sont des yeux aveugles. Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est de faire en sorte que nous soyons des témoins actifs. Et donc, cette deuxième année, c'est un peu la bascule parce que je me rends compte que finalement, je sombre et que j'ai envie de mourir. Et j'essaye chaque jour de me raccrocher à la vie et finalement, chaque jour, après le tunnel qui me sépare de mon collège, qui est à 200 mètres avant l'arrivée du collège, je m'arrête et je regarde à gauche et je regarde à droite et je fais ce choix. À droite, c'est le collège, c'est la vie, mais c'est continuer de souffrir. À gauche, c'est le train, c'est me jeter sous les rails, c'est arrêter de souffrir, mais c'est mourir. Et chaque jour, pendant 1 an et demi, je fais ce choix chaque matin en allant à l'école, en me disant je vais aujourd'hui choisir la droite et je vais me battre pour 3 raisons. La première, c'était que je ne voulais pas qu'il remporte ce match, parce que je ne voulais pas qu'il gagne, parce que je savais que ce match allait être le plus long de ma vie, et parce que je ne voulais pas faire souffrir ma famille. Aujourd'hui, je remercie la petite enfant de 12 ans que j'étais d'avoir choisi la vie, de m'avoir permis d'être adulte, d'être grande, d'être mère, d'être devant vous aujourd'hui. Et finalement, cette deuxième année, elle est presque pire parce qu'aux violences sexuelles viennent d'autres types de violences que sont des violences psychologiques. Évidemment, au début, il était très gentil, et puis au fur et à mesure, il y a eu beaucoup d'humiliation. Et moi, au début, je faisais tout pour le satisfaire encore plus, pour retrouver les compliments du début. Exactement le même mécanisme que dans les violences intrafamiliales. Et puis finalement, vient le moment où ces violences psychologiques, elles sont là pour me détruire parce qu'ils voient que c'est un autre moyen de domination, parce que sexuellement, je suis en train de m'opposer, parce que j'ai pris 15 cm et que j'ai l'impression que je vais réussir à lui dire non maintenant. À ce moment-là, j'ai 13 ans et 3 mois et j'ai mes règles pour la première fois. Je suis en vacances en Espagne. Je viens de passer 15 jours à la Baule qui sont les 15 pires jours de ma vie. J'étais en tournée de tournoi avec lui. Et moi qui pensais que pour la première fois, j'allais être avec des copains de mon âge et qu'on allait s'amuser dans les tournois, j'ai vécu à ce moment-là une 50aine de viols en 15 jours, derrière les bâches de tennis, dans les vestiaires, dans sa voiture, dans le jardin de sa grand-mère, dans la chambre où je dormais. Et finalement, à ce moment-là, je pense que la vie ne vaut plus rien. Le premier soir, il me demande d'aller dans sa chambre et je n'y vais pas. Et il vient dans la mienne et c'est pire. C'est pire parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression de ne plus avoir aucun libre arbitre. Parce que c'est lui qui décide de l'heure, parce que je vais devoir rester dormir là où ça s'est passé. Alors ça paraît fou, mais les jours d'après, quand il me demande d'y aller, j'y vais. J'y vais. Et je fais ces 13 pas entre ma chambre et la sienne pour aller me faire violer. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'est le consentement peuvent dire « Ah oui, mais elle était consentante puisqu'elle y allait d'elle-même ». À ce moment-là, ce n'était pas un choix. De toute façon, j'allais me faire violer. J'étais sous contrainte psychologique où, dans tous les cas, il n'y avait pas d'autre issue. Et pour moi, faire ces 13 pas,
c'était finalement le seul libre arbitre qui me restait. C'était cette seule minute où j'allais décider ou non si j'allais faire quelque chose parce que je ne décidais plus rien dans ma vie. Et donc, à ce moment-là, je suis à la Baule et j'ai l'impression que je ne vais pas survivre plus, mais finalement, j'arrive à survivre ces 15 jours et je pars en vacances. Et j'ai l'impression à ce moment-là que je vais avoir 15 jours pour reprendre des forces et pour pouvoir m'opposer à la rentrée. Et lui arrive 2 jours après en surprise, parce que c'est un ami de la famille et qu'il sait très bien où est-ce qu'on part en vacances. Et donc, il vient avec sa petite amie, parce qu'il a une copine de son âge. Et moi, à ce moment-là, je me dis qu'il ne va même pas me laisser 15 jours de répit. Parce qu'en fait, j'ai compris que c'était ça, sa stratégie, me prendre du temps, me posséder mentalement, que je n'ai pas une seconde pour réfléchir et pour essayer de trouver une voie d'issue, une voie de secours. Et à ce moment-là, évidemment, je ne dois pas parler parce que si jamais tu parles, Sophie va me quitter. Et si jamais elle me quitte, je vais me suicider. Et si jamais tu parles, je vais me suicider. Et si jamais tu parles, je ne pourrai plus t'entraîner. Si tu parles, j'irai en prison. Et tes parents t'aimeront plus parce que tu auras détruit ta famille. Et toutes ces choses-là tournent sans arrêt dans ma tête, cette culpabilisation qu'a l'agresseur envers la victime. Et finalement, j'ai mes règles. Et lui me dit 2 jours plus tard, « Ah bah c'est bien, tu grandis, on va pouvoir faire plus de choses, mais il va falloir que je fasse attention. » À ce moment-là, j'ai l'impression que je ne pourrais pas supporter 1 centimètre de plus que ce qui est en train de m'arriver. Et malheureusement, 20 ans plus tard, pendant les procès, j'ai appris que mes co-victimes, elles avaient vécu bien pire que moi. Et c'est certainement aussi ce qui m'a détruit pendant toutes mes années d'adulte, de me dire que je n'avais pas parlé, qu'il y avait eu toutes ces victimes. Et donc cette 2e année, j'appelle ça l'année de la déprise, parce que c'est toutes les stratégies que je vais essayer de mettre en place pour essayer de me défaire de cette emprise qui au début est comme un cadenas et comme une grande chaîne qui m'entoure. Et pendant 1 an, je vais essayer de réduire au fur et à mesure cette chaîne pour qu'elle se transforme en corde, puis qu'elle se transforme en fil, jusqu'au jour où ça va être tellement fin que peut-être que je vais réussir à couper ce lien que j'ai avec lui. Ça va me prendre 1 an, et pendant cette année-là, il y a énormément de violence psychologique. Il me dit qu'il couche avec ma mère et qu'elle adore ça. À ce moment-là, ma mère, c'est la seule dernière personne à qui je parle. Parce que l'emprise, c'est ça, c'est l'isolement. Et je suis tellement seule que je ne parle plus à personne à part ma mère, même plus à ma petite sœur, qui est pourtant de l'autre côté de la chambre. Cette petite sœur à qui je ne parle plus parce que l'emprise, c'est l'isolement, mais aussi parce que je me dis que plus je vais être proche de ma petite sœur, plus elle va être proche de mon agresseur et potentiellement elle pourrait devenir victime. Plus je vais être proche de ma petite sœur et plus potentiellement elle va découvrir ce que je suis en train de vivre et je ne peux pas lui faire porter ce poids du silence, ce poids du mensonge. Alors je sacrifie finalement aussi cette relation avec ma sœur. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que c'est arrivé et je n'ai toujours pas retrouvé ma sœur parce que c'est quelque chose qui laisse des traces et que peut-être que malgré le livre que j'ai écrit et que je lui ai écrit à elle, ces traces, on mettra toute une vie à pouvoir peut-être réussir à les atténuer pour qu'on retrouve notre relation d'enfant. Et donc, à ce moment-là, il me dit que si je veux plus s'aider, il fera ça avec ma petite sœur. Et donc, à ce moment-là, quand on est toutes les deux, pour que je cède, il dit à ma sœur de rester avec lui et que moi je parte, ou il dit qu'il va l'emmener avec elle pour chercher McDo et que moi je reste dans son appartement. Et j'ai tellement peur qu'à chaque fois je dis non, c'est bon, je viens. Et à chaque fois je me sacrifie pour ma sœur. Aujourd'hui, ma sœur m'a dit une phrase qui est certainement la phrase la plus dure qu'elle m'ait dite. Aujourd'hui, grande sœur, j'ai une dette envers toi que je ne pourrai jamais rembourser. Et c'est certainement aussi pour ça qu'on n'arrive pas à reprendre une relation. Parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle voit sa grande sœur qui s'est sacrifiée pour elle. Et donc cette 2e année, elle est très difficile parce qu'il me dit qu'il a le sida et qu'il me l'a donné. Et moi, à ce moment-là, je pense qu'à 13 ans, ma vie est terminée, que j'ai même pas besoin d'essayer de lutter pour essayer de vivre parce que je n'en ai plus envie, mais parce que de toute façon, je vais mourir. Et cette 2e année, j'ai tous ces symptômes qui me font dire qu'à chaque fois, je suis en train de mourir. Dès que je saigne du nez, je me dis que c'est parce que je suis en train de mourir. Je me dis que je vais mourir avant mon bac, que je ne serai jamais maman. Et je cache ça à ma famille tous les jours. Je ne veux plus qu'ils me voient en train de saigner du nez parce que si jamais ils ont mon sang, je pourrais peut-être les contaminer. Et puis je vis tout le temps dans la peur. Et donc cette 2e année, elle est terrible parce qu'il me dit aussi qu'il va tuer mes parents pour être tout le temps avec moi. Et puis il me dit qu'il va me faire tomber enceinte avant les championnats de France de 14 ans cette année parce que les filles de l'Aise, dans les années 80, on les faisait tomber enceintes pour qu'elles aient plus d'hormones. Et que moi, comme ça, je serais meilleure pendant le championnat de France 14 ans. Et moi, j'ai tellement peur. Je me dis, et si jamais je tombe enceinte de lui, est-ce que j'avorterais? Est-ce que je me le pardonnerais? Mais est-ce que je l'aimerais aussi, cet enfant, sachant qu'il est aussi de lui? Mon engagement, il est aussi pour ça, pour qu'aujourd'hui, aucune petite fille de 13 ans n'ait à se poser ce genre de questions,
À l'âge où on doit se demander si on préfère des pop-corns sucrés au salé au ciné avec des copains, moi je me demandais si je voudrais avorter ou non si je tombais enceinte de mon agresseur. Et finalement, l'année passe parce que tout passe. Et malgré cette deuxième année chaotique au niveau des résultats scolaires, où finalement j'ai 4 de moyenne et je m'en fiche complètement. Je m'en fiche parce que ce qui compte, c'est que j'essaye de rigoler sur les quelques derniers mois qui me restent à vivre. Et puis finalement, vient le moment où j'ai 14 ans. Et c'est certainement le déclic parce qu'il m'a dit qu'il allait me faire tomber enceinte à 14 ans. Et parce que pour la première fois, je suis violente envers ma petite sœur. Et que c'est celle que je m'étais juré de protéger. Et que je me dis que je suis en train de devenir la personne que je ne voulais pas être. Celle qui triche sur les terrains parce qu'il m'oblige à tricher. Celle qui fait du mal à sa sœur. Et à ce moment-là, j'ai un téléphone portable, Nokia 3310 bleu ciel, sur lequel on joue au serpent. Et c'était génial, ce téléphone. Et à ce moment-là, c'est fou, mais c'est ce petit détail, c'est cet objet qui me raccroche à lui parce que c'est cette emprise qu'il avait aussi par le harcèlement téléphonique qui fait que je vais avoir le courage de me dire que je ne veux plus répondre à son numéro. 06 20 89 12 26, son numéro, j'irai dans ma tombe avec. Parfois, je donne le sien à la place du mien. Et puis finalement, il appelle des centaines et des centaines de fois et puis il arrête. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ça y est, je vais retrouver ma liberté et je vais vivre. J'ai mon brevet, je pars en vacances, je suis heureuse. Finalement, à ce moment-là, je décide de ne pas aller au Centre national d'entraînement à la rentrée parce que je ne veux pas me mettre dans une situation où je vais potentiellement être de nouveau agressée parce que je suis seule. Et finalement, je dois faire donc CNED. Et puis la veille de la rentrée, j'ai ce sursaut de survie, de me dire que si je veux reprendre une vie normale, il va falloir que je sois avec des jeunes de mon âge. Et donc, je choisis d'aller au lycée. Et c'est certainement ce qui m'a sauvée, d'être avec des jeunes de mon âge, d'arrêter quelque temps un peu le sport de haut niveau, même si je suis toujours numéro 2 française à ce moment-là. Et finalement, je suis avec les copains, je m'amuse et j'essaye de mettre ça derrière moi. Mais en fait, ce n'est pas derrière moi, c'est mon présent. Et ce passé ne passe pas. Il est dans mon instant et dans mon quotidien sans arrêt. À chaque fois que je vois une Golf, un Chauve, du surimi, une carte bleue, que j'entends Barry White, que je vois du Parquet, que je vois du café, tout le temps, sans arrêt, pendant 25 ans, à chaque fois que je vois toutes ces choses au quotidien, j'ai l'impression de revivre ces violences. Ça s'appelle des reviviscences, c'est-à-dire que je me replonge dans l'état que j'étais, dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que quand je voyais du café pendant 25 ans, j'ai mes abdos qui se sont contractés parce que j'avais la sensation d'avoir son sperme qui atterrit sur mes abdos. Il m'a fallu 25 ans pour mettre de la distance entre les émotions et les faits, pour être capable d'être devant vous aujourd'hui sans pleurer. Il y a 2 ans encore, j'aurais été dans l'incapacité de pouvoir verbaliser ne serait-ce que 2 phrases de ce que je viens de faire. Et finalement arrive le moment où je grandis, j'ai mon bac, je vais à la fac, et puis finalement j'ai l'impression que c'est passé, et en fait je me fais une boulimie d'études pour n'avoir aucun temps pour réfléchir. Je passe 3 masters en même temps, je m'entraîne 15 heures par semaine, je donne 15 heures par semaine de cours à des jeunes, et puis j'ai pas un seul temps pour respirer, pour réfléchir, et tant mieux. Mais à un moment donné, ça s'arrête, et j'ai 27 ans, je suis prof, je suis adulte, et tous les jours devant moi, j'ai des enfants de 12 ans. Tous les jours devant moi, j'ai des enfants qui avaient l'âge que j'avais. Et je me dis quel genre d'adulte je vais être et quel genre de femme je vais devenir si je ne suis pas capable d'assumer ce que j'ai vécu pour les protéger eux. Alors à ce moment-là, à 27 ans, je décide de ne pas choisir ma famille, mais de choisir la société, de choisir les enfants et d'aller déposer plainte. Je dépose plainte et à ce moment-là, il est mis sous écoute. Et il y a une jeune mineure à ce moment-là qui est victime. Et c'est fou parce qu'à la fois, je suis soulagée de me dire que parce qu'il y a une victime, on va davantage me croire et qu'il y a davantage de chances qu'il soit condamné. Et en même temps, je m'en veux tellement de me satisfaire qu'il y ait une autre victime. Et je me hais tellement et je culpabilise tellement. Et c'est toute cette vie de culpabilité sans arrêt qui est très difficile à vivre. Ça a duré 8 ans de procédure, 2 procès en cour d'assises. Il a eu 18 ans de prison au premier procès. Il a fait appel le soir même, parce qu'il n'avait pas grand-chose à perdre, parce que 18 ans, c'est une peine énorme pour la France. Il risquait 20 ans, 15 ans pour viol, 20 ans pour mineur de moins de 15 ans, et pour la circonstance aggravante qu'il avait autorité sur moi. Il fait appel et il y a un deuxième procès. On est 4 co-victimes, parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Après moi, il y en a une autre. Le 11 septembre 2001, je suis à l'école, au lycée, les tours s'effondrent, et moi, pour moi, ça symbolise à la fois les tours qui s'effondrent, mais moi qui suis toujours debout, moi qui pensais qu'à 14 ans, je ne serais plus en vie, finalement, j'ai 14 ans en 2001 et je suis toujours debout lorsque ces tours s'effondrent.
Pour moi, ce jour-là, c'était le symbole de ma renaissance. J'apprendrai 15 ans plus tard qu'Astrid, celle après moi, le 11 septembre 2001, c'est le jour où elle s'est fait violer par mon entraîneur. Alors évidemment, ça rajoute encore une fois la culpabilité de ne pas avoir parlé. Et à la fin de ces 2 procès, où il a été condamné à nouveau à 18 ans de prison, j'entends cette dernière phrase qui dit « Je vais retourner en prison et pour longtemps et c'est mérité, mais quand je sortirai, j'irai entraîner en Australie. » Et à ce moment-là, je me dis que non seulement après 8 ans de procédure, il n'a rien compris, mais aussi que nous, c'est notre devoir de citoyens et de société de faire en sorte que pendant toutes ces années où il va être en prison, on puisse davantage protéger les enfants pour que ça n'arrive plus, pour que ça n'arrive pas lorsqu'il ressortira, parce que 30% des pédocriminels reprennent, encore une fois, une peine pour pédocriminalité. Et ça veut dire que statistiquement, la récidive est encore plus forte puisqu'il y en a certains qui ne sont pas repris. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose de positif de ce qui m'est arrivé. Que ça n'est pas juste détruit ma vie, mais que ça me serve et que quelque part, j'essaye d'en voir aussi du positif. Et donc, j'ai décidé de créer l'association Rebond qui lutte contre les violences sur mineurs dans le sport. Et peut-être que je vais m'arrêter là et Elisabeth va reprendre et on verra aujourd'hui. L'objectif, c'était évidemment à travers cette association que les enfants d'aujourd'hui ne deviennent pas victimes, mais aussi que toutes les autres victimes, elles aient quelqu'un vers qui se tourner, parce que notre chemin judiciaire, bien qu'il ait été très heureux, il a été mine de rien aussi très difficile et que je ne voulais pas que les autres victimes vivent aussi ce long chemin de croix que peut représenter cette libération de la parole et cette reconstruction et les aider pour essayer d'avoir une vie, malgré tout. Comment ne rien faire, rester les bras ballants après une histoire pareille et finalement une histoire qui se répète toujours et toujours depuis tant d'années et les chiffres ne baissent pas, un enfant sur 7, un enfant toutes les 3 minutes, un sportif de haut niveau sur 3. Tu es venue me voir il y a 18 mois, tu m'as dit Elisabeth, je sais que tu fais beaucoup de choses sur les violences, il faut que tu m'aides. Et moi je suis chez Engie. J'ai mis le 3919, le 17 et le 114 sur les 11 millions de factures depuis 3 ans. Ils m'ont pris pour une dingue, déjà, mais j'avais réussi. On continue, je mets beaucoup de choses en place sur le sujet, mais les violences sexuelles sur mineurs dans le sport, sincèrement, je te le dis, je dis, écoute, Angélique, je vais essayer de t'aider, mais les violences sexuelles, c'est quand même compliqué dans un groupe industriel. Puis elle m'explique l'histoire que vous avez entendue tout à l'heure. Vous aurez le livre que nous vous offrons, qui est un magnifique témoignage d'Angélique. Et elle m'explique ce fameux Open de tennis de la Baule. Nous, chez NJ, on a 16 Open de tennis au féminin depuis plus de 30 ans. Et il se trouve que depuis 3 ans, le sponsoring est dans mon escarcelle. Et elle m'explique que cet Open de la Baule était atroce puisque tu as été violée plusieurs fois par jour. Partout. Et partout, c'était où? C'était dans les vestiaires, dans la douche, dans la chambre, dans le jardin, derrière les bâches. Et là, tu me dis derrière les bâches. Je lui dis derrière les bâches? Elle me dit oui, Elisabeth, derrière les bâches de sponsors. Et là, moi, j'ai eu l'idée. 16 Open de tennis au féminin, chez NJ, j'ai pour chaque Open, sa d'épaisseur de contrat. Le logo doit faire cette taille-là, cette hauteur-là, cette couleur-là. Ils doivent passer tant de fois sur les écrans, tant de pages de pub, tant... Mais finalement, rien, 5 minutes, 3 minutes. Et finalement, rien, absolument rien, sur les violences sexuelles sur mineurs. Donc ce que j'ai fait, avec vraiment le soutien de la direction générale, j'ai conditionné l'ensemble des contrats de sponsoring sportif
à une séance obligatoire de prévention contre les violences sexuelles sur mineurs sur chaque Open. Si l'Open ne le fait pas, je retire le sponsoring. Aujourd'hui, avec Rebond, avec toi, ton équipe, on fait le tour de France et on fait de la prévention contre les violences. Parce que l'idée, c'est que des petites filles comme Angélique, 85% sont des petites filles, mais pas que, les petits garçons, puissent entendre ce que c'est que la prévention, ce que c'est que de ne pas aller dormir chez un entraîneur, de ne pas recevoir son entraîneur sous la douche ou dans les vestiaires, pour que ces enfants sachent au plus tôt ce qui est bien et pas bien parce qu'ils ne savent pas. Pour que les parents, comme tes parents, puissent avoir l'information et ne te laissent pas aller avec ce bourreau. Et donc on a fait ça. Et je le dis depuis, voilà, nous, j'ai une fierté de ça, mais moi je le demande. Je lance une bouteille à la mer à vous toutes et tous. Vous êtes dans des grands groupes. Vous devez avoir des contrats de sponsoring, petits ou grands, peu importe. Il faut absolument amener ce sujet dans vos contrats de sponsoring. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas ». Moi, c'est comme ça que je l'ai pris et j'ai adressé ce sujet comme on a adressé le sujet du dopage. Quand on a su qu'il y avait du dopage, il n'y a plus aucun sponsor qui a continué à soutenir. Eh bien, faisons la même chose dans les préventions contre les violences sexuelles sur mineurs. Donc l'association, elle a deux objectifs, aider les victimes à se reconstruire à travers de l'aide juridique, de l'aide psychologique et des week-ends de reconstruction. Mais parce qu'à la base, je suis professeure de PS et parce qu'à la base, mon métier, c'est de transmettre et d'essayer d'éduquer la société de demain, je voulais surtout pouvoir faire de la prévention pour que ça n'arrive pas aux enfants d'aujourd'hui. Et pour que ça n'arrive pas aux enfants d'aujourd'hui, on sensibilise tous les publics, les parents, les enfants, les dirigeants et les entraîneurs pour effectivement appliquer une charte de bonne conduite qui, dans d'autres milieux, paraissent finalement anecdotiques et simples, et qui, dans le milieu du sport, a été quelque chose de banalisé sur les transports, les déplacements, sur les nuits à l'hôtel, sur ce qu'on a le droit de dire ou ne pas dire à un jeune. Les violences psychologiques commencent par là. Souvent, je commence avec les jeunes en leur disant « si ton entraîneur te dit « mais bouge ton cul, grosse merde », comment tu réagis ?» Et 99% des jeunes me disent « mais madame, peut-être qu'il a raison, fais pas assez d'efforts et c'est souvent et c'est pas grave ». Et je leur dis, si c'est ton prof de maths qui te dit « mais tu sais pas faire une équation du second degré, t'es vraiment une merde », il me dit « mais madame, jamais je porte plainte ». Et c'est fou, comme quoi on a intériorisé, on a banalisé la violence dans le milieu du sport, parce que le corps est un outil de performance, un outil qu'on regarde, qu'on scrute, qu'on filme, qu'on touche. Et parce que du coup, on a l'impression que tout est permis, et au nom de la performance, tout est permis. Et moi, certainement, une des phrases qui a le plus résonné pour moi aujourd'hui dans mon engagement, c'est qu'un jour, il y avait le président du club qui était en train de discuter avec une bénévole, la seule adulte, qui a osé dire quelque chose et qui lui dit « Tu sais, Pierrot, j'aime pas comment il se comporte avec les jeunes. C'est pas normal qu'il les insulte, c'est pas normal que des enfants de 10 ans se fassent pipi dessus, c'est pas normal qu'ils aient des punitions à courir derrière sa voiture, c'est pas normal qu'ils se fassent raser la tête dans le clubhouse parce que lui est chauve et que soi-disant tous les enfants de 14 ans dans un sentiment d'appartenance devaient être chauves. » Toutes ces choses-là, c'est pas normal. Et à ce moment-là, moi, je me dis qu'il y a quelqu'un qui va enfin réagir et que enfin ça va s'arrêter. La réponse de Pierrot m'a foudroyée, mais c'est certainement, je le remercie finalement après coup, parce que c'est aujourd'hui pour ça que je m'engage. Sa réponse est « oui, je sais, mais il nous ramène des titres ». Finalement, aujourd'hui, ce qu'on doit changer dans cette société française, dans notre rapport au sport et notre rapport au corps, dans cet héritage des Jeux Olympiques, c'est de dire que rien, aucune médaille olympique, aucun contrat à plusieurs millions d'euros ne doit prévenir et ne doit passer avant l'intégrité physique et mentale des jeunes. Finalement, il ne faut jamais oublier que c'est un moyen et non une fin, le sport. Et finalement, la dernière chose que je voulais dire pour finir sur des chiffres, parce que 1 sur 7, on ne peut potentiellement pas se représenter ce que ça représente sur la société française. Il y a 7 millions d'enfants de moins de 15 ans qui ont une licence de sport, très certainement certains de vos enfants, ou de vos cousins, ou de vos nièces, ou de vos voisins. Ça veut dire que statistiquement, il y a 1 million d'enfants qui est victime de violences dans le sport. 83% des victimes de violences, c'est des victimes de violences d'ordre sexuel. Ça veut dire qu'il y a 830 000 enfants aujourd'hui qui sont victimes de violences sexuelles dans le milieu du sport. C'est plus que la ville de Marseille. C'est plus, comme l'a dit tout à l'heure, que le nombre de personnes qui passent à Gare du Nord par jour, la gare la plus empruntée d'Europe.
Et il ne me contredira pas parce que je connais les chiffres. Donc je crois que c'est aussi, voilà, c'est à nous, en tant que citoyens, en tant que salariés, en tant qu'entreprise, en tant qu'État, en tant qu'association, à nous tous collectivement faire en sorte que la société de demain soit meilleure que la société d'aujourd'hui, que ce fléau sociétal qui est certainement le plus gros et aussi le plus grand tabou de l'histoire, eh ben, ça soit notre génération qui mettons fin, parce que je pense que c'est notre devoir d'humanité. Et ce n'est pas Isabelle qui, je pense, prendra la parole après moi, qui ira dans le sens inverse. Donc merci beaucoup de m'avoir écoutée.